Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. La Californie, on en a tous rêvé à un moment ou à un autre. Mon invité, lui, a carrément décidé de s'y expatrier. Un beau jour, il a quitté avec femme et enfants le plat pays qui était le sien pour s'installer sous le soleil de Los Angeles. Il aurait pu se contenter d'apprécier le dépaysement, mais il en a aussi profité pour changer de métier. Ce développeur web est devenu photographe automobile. On va parler de cette expérience et de la vie en Californie avec Alain Perry, alias Ted7. Hello. Salut Alain, comment ça va? Il fait beau là en Californie? Évidemment, il fait toujours beau en Californie. Un peu frais, on est un peu dans les 22-23 degrés aujourd'hui, donc un peu frais. On va mettre une petite laine, ça va. Ouais, ça fait partie de ces coins dans le monde où le Père Noël est en Bermuda. Oui, c'est ça, oui. On va chercher le sapin en décapotable et tout ça. Voilà, pendant ce temps-là, nous ici, on se gèle, il pleut, il fait 3 degrés et tout, c'est le bonheur. Bon, Alain, je suis très content qu'on fasse ce podcast parce que toi et moi, on se connaît depuis pas mal d'années. On peut même dire depuis, c'est même presque une vie antérieure à ce niveau-là. À ce niveau-là, oui. Et voilà, ton parcours est très intéressant et j'aime bien dans ce podcast évoquer des gens qui ont des parcours qui sortent de l'ordinaire et le tien, il le sort ô combien de cet ordinaire. Mais d'abord, avant qu'on parle de la Californie, avant qu'on parle de ton métier actuel, de tes activités qui, je sais, te prennent beaucoup de temps, et je te remercie encore d'avoir pris un peu de temps pour t'occuper de mon podcast, je voudrais qu'on revienne un petit peu aux racines de ta passion. La famille dans laquelle tu as grandi, est-ce que c'était des dingos de bagnole? D'où vient ta passion en fait? D'où vient ma passion? C'est un peu difficile à dire. On n'était pas vraiment des dingos de bagnole. J'ai toujours été un dingo de bagnole personnellement. Mon père changeait de voiture tous les ans. Ouais. Il était citroëniste invétéré. Il les a toutes eues. À chaque fois qu'on allait faire l'entretien de sa voiture dans la plus grande concession de Belgique, en fait, qui était à Place de l'Isère à Bruxelles, je passais mon temps à aller regarder les Maserati SM qui traînaient par là. Enfin bon, j'ai toujours été un grand fan de voitures. Depuis tout petit. Est-ce que ton père a fini par avoir une ESM? Non, malheureusement non. Mais j'ai passé mon permis de conduire dans sa CX. Ça c'était sympa ça, la CX. Ouais, c'est pas vraiment la voiture idéale pour passer son permis, mais bon, c'était sympa. C'était très sympa. Et à cette époque-là, est-ce que tu envisageais peut-être un jour de bosser là-dedans, de vivre de cette passion, ou est-ce que vraiment pour toi c'était juste un hobby et rien d'autre? C'était un hobby. C'est-à-dire c'est un peu compliqué. Tout s'est développé un peu au fur et à mesure. J'ai toujours été fan de voitures, j'ai toujours été fan de conduire. Je veux dire, quand mes parents allaient travailler, je prenais la voiture de ma mère dans le garage, encore 13 ans, 14 ans, je m'amusais à faire des allers-retours dans l'allée. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à conduire une manuelle, en fait. En deuxième, pendant la petite Honda Civic de ma mère, qui s'en est rendu compte un jour parce que j'ai quand même fait le précédent. Et puis, oui, j'avais une grande passion qui était le dessin. Moi, ce que je voulais faire quand j'avais 14-15 ans, c'était dessiner des voitures. Je voulais être dessinateur automobile. Ouais. Donc, mon grand rêve était d'aller à Pasadena, qui est tout près de chez moi, aller au Art Center et apprendre le design automobile. Malheureusement, ça coûte un poil trop cher. Ouais. Donc, le prix des études était quand même complètement débile. Et puis bon, je faisais des voitures comme ça, je m'amusais, c'était du doodling, on appelle ça. Ouais, tu griffonnais, quoi. Voilà, je griffonnais, j'ai fait quelques plans, je me suis un peu amusé, j'en ai même vendu d'ailleurs, j'ai même vendu des plans de voitures que je faisais de profil. C'est vrai? Ouais, pas beaucoup, hein, mais bon, c'est un truc comme ça, on avait fait une expo et tout, et puis bon, c'est un peu tombé à l'eau. J'avais abandonné mes études et tout ça. Donc j'ai fait un peu de tout qui allait d'être dans une société de location de voitures, à vendre des casseroles, quoi. On fait un peu de tout dans la vie. J'ai un peu une vie un peu décousue comme ça. Non mais c'est intéressant. Ouais, j'ai fait de tout. J'ai fait de tout. J'ai vraiment fait de tout.
truc intéressant aussi, c'est que j'avais introduit les premières vidéocassettes de films à la vente à l'époque où je travaillais pour CBS Fox. Je crois que c'était la première, c'était le dernier empereur. Et j'ai vendu le Grand Bleu aussi. C'était vraiment les tout premiers trucs. J'ai continué. J'ai créé un site web qui s'appelait que j'ai revendu. Et puis je suis parti aux États-Unis. Qui s'appelait comment le site? Voilà. Resto, resto.be. Resto.be, d'accord. Ouais. Je crois que ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Donc c'était ta boîte. T'avais créé ton projet. J'avais créé mon projet. Je l'avais revendu à une société qui m'avait engagé pour le développer. Ouais. Et j'ai travaillé pendant des années là-dessus. Puis à la fin, j'en ai vraiment eu ma claque. Et j'ai décidé de développer ma société de web design. D'accord. Et bon, ma société de web design, à la fin, bon, j'en avais vraiment marre de la Belgique. J'ai quelqu'un qui m'a donné l'opportunité de voir un business aux États-Unis. Et puis voilà, donc j'ai vendu le truc et je suis arrivé aux États-Unis. Alors avant d'arriver aux États-Unis, donc grâce à ces activités que tu avais, tu as pu t'acheter quelques bagnoles sympas. Est-ce que tu saurais quand même en me faire une liste comme ça de tête des voitures que tu as possédées à ta période belge? Ouf, non. J'en ai eu tellement que j'étais vraiment. T'arrêtais pas de changer? Impossible, oui. Entre les 3 mois et les 6 mois, je changeais de voiture entre des. Non, j'ai eu de tout, du moteur rotatif au diesel poussif. J'ai vraiment tout. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui t'ont plus marqué que d'autres? Bah oui, bien sûr. Hein, la Caterham, celle qui m'a le plus marqué de toutes les voitures. C'est quand même ma voiture préférée. C'était mon daily driver. J'étais le mec assez dingue pour rouler avec ça tous les jours en Belgique, à Bruxelles, ouais. Là où il pleut, où il fait froid, sans le toit, sans rien. Parce que j'aimais ça. Et puis voilà. Ça, c'était la Caterham était vraiment un de mes plus beaux souvenirs. J'ai toujours dit que le jour où je mourrai et que ma vie défilera devant moi, la Caterham sera dedans. Et d'autres caisses. Alors bon, je te cache pas que quand j'ai annoncé ton nom sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui m'ont dit Ted Seven, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça serait pas un pseudonyme d'un gars qui traînait sur un forum? Ouais, le forum Autoroule, exactement. Et à l'époque, tu étais effectivement très célèbre pour ta Caterham, mais juste avant, tu étais célèbre aussi pour un autre modèle que quelqu'un s'est empressé de rappeler, la Golf TDI 150. Ah oui, terrible. Est-ce que ça fait partie des voitures qui t'ont marqué, ça? Eh ben, non. Absolument pas. Parce que quand même, faut rappeler ton pseudonyme de l'époque, c'était vraiment, c'était TDI, quoi. C'était quelque chose pour toi, cette bagnole. Voilà, je m'en souviens, à cette époque, je voyais encore tes posts sur les forums à l'époque où tu disais « Oh, elle est super cette bagnole !» Ouais, ok. Alors là c'est une toute autre histoire. Au début, j'ai commencé avec une TDI 110, ok. Ouais. La 150 n'était pas encore disponible en Europe, en Belgique. Donc la TDI 150 n'était pas là, il y avait la TDI 110. Elle était poussée et tout, et je m'amusais bien avec. C'était une voiture que j'aimais bien. Sérieusement, j'aimais vraiment bien. Je crois que c'était une des rares voitures que j'avais achetées neuve en plus. Ouais. C'était sympa, j'avais fait mon truc. Et bon, pendant que j'ai eu cette TDI 110, j'ai essayé une Caterham. C'est là où le problème s'est en fait déclenché. Et j'avais commandé une TDI 150. Ah. Donc, j'ai commandé cette TDI 150 que j'ai attendu, je crois, 5 ou 6 mois. Ah oui, quand même. Qu'elle arrive. Oui, parce que c'était vraiment, je voulais avoir une des premières. Donc, j'ai attendu 5 ou 6 mois d'avoir ma Golf TDI 150. J'avais même commandé ma TDI 150. Et j'ai reçu ma TDI 150. Et 3 semaines après avoir acheté ma TDI 150, je l'ai revendue pour acheter une Caterham. Donc ça, c'était un truc assez... J'ai rien dit à Sandrine, ma femme. J'ai rien dit à Sandrine qui un jour a vu un type sonner à la porte et dire bonjour, je viens chercher la TDI 150 qui était dans la petite annonce. Quoi, c'est quoi cette histoire-là Et puis bon, j'ai dû lui dire que j'avais acheté une Caterham Super 7 en Allemagne pour le prix que j'avais acheté la TDI 150. Et puis voilà, quoi. Ça n'a pas fait une scène de ménage, mais ça a acheté un petit froid. Mais bon, on avait une autre voiture aussi, hein, donc je ne pas reconnaître. Tu veux dire que tu as vendu notre voiture familiale en échange de cette tondeuse à gazon sans pare-brise, là? Exactement. Il y avait un pare-brise à l'époque, quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais
Mais bon, comme j'avais un boulot qui était à 2 kilomètres de chez moi, euh, donc c'est pas grave parce que je faisais 30 kilomètres tous les jours pour rentrer. Et puis voilà, bon, ça a été ma folie de la Caterham. Et pour revenir au forum Autoroule, bon, j'étais le seul qui avait une Caterham à l'époque et j'ai contaminé, je crois, un Pas- bon paquet du forum. Ouais, pas mal Voilà, de j'ai gens, ouais, je acheté te une Caterham. confirme. Donc, Il y avait, il y en a eu beaucoup qui ont mordu à l'hameçon. il y avait même un adage comme quoi t'y fous le cul, t'es foutu. Exactement. Je sais pas si ça venait de J'ai toi, presque ça. été foutu une deuxième fois. Non, ça vient pas de moi. Je pense que c'était un truc de burn-out. Un autre utilisateur du forum, qu'on salue au passage d'ailleurs, qui lui a aussi plongé plusieurs années plus tard dans la Ah oui, Caterham. ah Bon oui. alors, donc on va revenir un petit peu à ton expatriation. Alors donc tu disais, d'où est venue l'idée de t'installer aux États-Unis? Ouf, bon, d'abord, c'était un ami à moi qui avait un business ici et qui voulait développer quelque chose. Développer un projet avec moi. Et c'était pas mal. J'étais intéressé. J'ai été 3 semaines là-bas. On a discuté. J'ai rencontré d'autres personnes et finalement, l'histoire ne s'est pas faite avec cet ami, Mhm. mais c'est fait avec une autre personne que j'ai rencontrée là-bas, qui était dans les prêts immobiliers Ouais. et qui a voulu commencer à m'engager pour faire tout ce qui était search engine marketing, moteur de recherche, etc., etc., etc. Donc ça a bien marché. Alors, je me suis fait sponsoriser. Je suis arrivé aux États-Unis. On a développé l'histoire. On a commencé à travailler ensemble. Et manque de peau, c'était en 2006. Et 2006 a été, comment dire, la crise, le grand problème de subprimes, pour lequel je faisais beaucoup de business. Mhm. Donc, ce truc-là est tombé à l'eau, a été mis sur le côté. On s'est recalé avec cette personne encore une fois, cette société vers les choses qu'on appelle le debt settlement, parce que bon, ici, c'est vraiment un grand problème de carte de crédit. Les gens maxent à fond. Mhm. Et c'est incroyable. C'est des endroits où tu as des gens qui tapent 500 000 dollars en carte de crédit. Combinés, hein, donc plusieurs cartes de crédit. On a commencé à faire ça, et puis ça a été réglementé aussi, donc ça s'est tombé à l'eau aussi. Et je me suis tourné vers les chiropracteurs. Enfin, c'est bizarre, je sais. Les chiropracteurs. Alors, il faut que tu expliques parce qu'en en Europe, on connaît pas trop ça, les chiropracteurs. Donc, je veux bien Ouais. que tu nous expliques un peu ce que c'est. Bon, les chiropracteurs, c'est pas vraiment des médecins. Euh, c'est vraiment un monde à part aussi. C'est pour tout ce qui est système nerveux. Donc, c'est bon. On a juste la colonne vertébrale. C'est genre des ostéopathes, quoi. C'est comme des ostéopathes, mais pas tout à fait des ostéopathes. Encore une fois, ça c'est compliqué. Je préfère passer à côté de cette histoire. Parce que c'est pas. Donc j'ai travaillé pour ces gens, pour pas mal de gens comme ça qui faisaient aussi des séminaires, des grands événements avec qui étaient. C'était vraiment un monde bizarre, vraiment très très bizarre. J'ai fait un peu d'argent avec ça, c'était assez sympa. Et j'en avais un petit peu marre aussi de cette histoire à un certain moment parce que c'était répétitif, c'était toujours la même chose. Ouais, quand tu dis ça, on a l'impression que t'étais un peu désenchanté quand même. Ouais, c'était bien au début, c'était des amis et tout ça. C'est la mentalité américaine est très différente de la mentalité européenne. Hmm. Les amis américains, c'est pas la même chose que les amis européens. Très C'est superficiel. superficiel, par intérêt. Enfin bon, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, parce que j'ai de très bons amis américains Mhm. aussi. Mais la majorité viennent te voir en disant besoin de quelque chose. Sinon, il y a besoin, t'entends pas parler. Donc ça, c'est un peu un truc un peu bizarre comme ça. Et bon, pendant que j'étais avec ces trucs de chiropracteur, etc., on continue dans le domaine de la voiture là. Je m'étais acheté quelque chose qui ressemblait fort à la Caterham et c'était une petite Mazda Miata, Mhm. euh, la première série, la NA, qui était absolument géniale. J'ai vraiment adoré cette voiture. Euh, je l'avais mise un peu à mon goût, donc ça veut dire qu'elle était vraiment typée très sport. J'avais mis un superchargeur dessus, développé à peu près 190 chevaux. Euh, Ouais. pour moins d'une tonne, ce qui est quand même assez près de la Caterham au niveau du rapport. Je ne vais pas dire proche, mais allez, c'est pas loin. Mhm. C'était vraiment un grand plaisir de conduire.
Je me suis vraiment éclaté avec cette bagnole. On n'a rien à voir, on n'a rien à envier au Galibier et tout ça. C'est vraiment des chouettes routes de camion. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de police non plus, hein. C'est très très bien. Hmm. Donc j'avais acheté cette Miata. J'avais dépensé pas mal de pognon dedans. Et on avait les Cars Coffee ici à Irvine, où Ouais. j'habite. Et c'était un des plus grands Cars Coffee de Californie du Sud à l'époque. Il n'existe plus malheureusement maintenant. Et là, je me suis fait vraiment une tonne de potes, quoi. Vraiment des chouettes mecs, des chouettes gars qui étaient certains photographes amateurs plus, on va dire. Ouais. Et j'avais commencé avec une petite caméra, toute petite caméra Sony, machin. J'ai rencontré quelqu'un qui était sympa. Qu'est-ce que j'achèterais? Puis il m'a balancé vers Canon. J'ai acheté mon premier Canon. Puis après ça a continué, ça a continué. Deuxième Canon, troisième, quatrième. J'ai 6 caméras. Euh, et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, la passion de la photo plus voiture. C'est avec le Cars Coffee. C'est là que j'ai ramassé mes premiers clients aussi, qui sont toujours mes clients 8 ans après. Et dès le départ, tu as réussi à avoir une activité suffisante pour en vivre? Non, disons que j'ai eu une transition de facilement, on va dire que j'ai fait une transition de quasiment 2 ans Ouais. entre le web. Bon, j'avais pas que les chiropracteurs, hein, j'avais d'autres sociétés. J'ai facilement mis 2 ans à, à prendre des clients pour la photographie et à éliminer les clients. Je crois qu'il m'en reste encore un Hmm. qui veut pas partir. Il n'y a rien à faire, alors je le garde. Et pour tout le reste, c'est 110%. Et alors, tes clients en photo aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi? Oh, c'est qui? Non, non, ça, je peux pas commencer avec la liste. Parce que C'est quoi? C'est des particuliers? C'est des entreprises? C'est des constructeurs? Des importateurs? oui, C'est tout ça. D'accord. oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, j'ai des brokers, j'ai des musées, j'ai des collectionneurs, j'ai des privés, j'ai des concessionnaires, j'ai des fabricants internationaux, j'ai de tout. J'ai des rallyes, j'ai des événements. Euh, oui, c'est vraiment de tout, de tout, de tout. D'accord. Beaucoup de rallyes aussi. J'ai un peu laissé tomber les rallyes parce que ça me prend énormément de temps aussi. Ouais. Avec le studio, maintenant, j'ai vraiment plus de temps. Ah bah justement, t'amènes le sujet. Tu as maintenant, j'ai vu ton propre studio photo. Oui, mon propre studio photo. Ça aussi, c'est une histoire qui s'est développée un peu bizarrement, enfin, pas bizarrement, je vais pas dire le rêve américain ou le conte de fées, enfin, un peu tout le tralala. Donc, pour revenir au studio, je sais pas si tu veux commencer avec l'histoire du studio Ah ou bah oui, allons-y, pourquoi allons-y. le studio? Pourquoi le studio, ouais? Pourquoi le studio? Le studio a commencé en fait avec le musée Peterson. Ouais. Donc le musée Peterson est un des plus beaux musées, je pense, Au aux monde. États-Unis, au monde. Oui, je pense Oui, qu'on peut le dire. probablement. Enfin, c'est un très très beau musée. Et ce musée a été rénové il y a 6 ou 7 ans de ça. Et j'étais allé à la réouverture du musée. Bon, il y avait d'autres photographes, mais moi j'étais là. Et je crois que le musée fermait à 4 heures ce jour-là. Donc après la présentation et tout, je sais, les directeurs, etc., ont fait leur speech et tout. On pouvait circuler dans le musée. Il fermait à 4 heures. Et malgré tout, j'ai réussi à rester là jusqu'à 7 heures. Mhm. Et j'ai photographié tout le musée complètement. Et puis j'ai envoyé mes photos. Et ils ont bien aimé mes photos, tout ça. Donc, on a discuté, etc. On a fait un genre de contrat avec le musée, comme quoi j'allais shooter toutes les nouvelles expositions. Donc, toutes les nouvelles choses qu'ils avaient. Et je trouvais ça très sympa. Et puis ils m'ont dit, tiens, ben, en fait, on a une photo cove en bas, dans le loading dock, avec une grande chiméra. Donc, chiméra, c'est une grande light bank. Tu veux essayer? J'ai jamais shooté en studio, donc on peut toujours refaire le truc. Et bon, j'ai commencé à shooter voiture, 10 voitures. Puis ça commençait à prendre. J'aimais vraiment bien ça, quoi. Et j'aimais bien ça aussi, parce que c'était bien sur le site web. Ça faisait une homogénéité au niveau Mhm. de leur contenu sur Instagram aussi. Toutes les photos sur leur Instagram
viennent du studio. Et bon, j'ai continué à faire comme ça. J'ai amené quelques clients extérieurs au Peterson pour faire des photos. Donc j'ai shooté pour des constructeurs, des accessoires, tout ça. Et j'avais un client ici en Orange County qui est un grand concessionnaire pour qui j'ai shooté facilement plus de 1000 voitures. Puis il s'est dit, tiens, bah, je ferais bien ça chez moi aussi. Donc, il a un peu fait un studio qui est pour moi et pour lui, mais je suis le seul à l'utiliser. Et puis voilà, donc j'ai continué à shooter pour lui. Je fais un autre concessionnaire pour qui, en un an et demi, j'ai shooté près de 300 voitures. Et puis bon, je me suis dit, bon, ce serait peut-être temps que j'ai quelque chose pour moi-même. Donc, on a construit notre propre studio qui fait à peu près 800 pieds carrés, fait de la conversion en mètres carrés. Donc, c'est une grande boîte blanche. Ouais. Vraiment une très grande boîte blanche avec la Chimera et rien d'autre dedans. C'est là que je shoot toutes mes voitures actuelles. La grande boîte blanche a le gros avantage de ne pas avoir de réflexion. Ça ne signifie pas qu'il y ait beaucoup de travail d'édition dessus. Mais celle-là, c'est à moi. Donc, c'est ma box à moi. Aujourd'hui, tu préfères shooter en live ou en studio? Le studio, c'est contrôlé. Je fais encore des shoots en live, mais bon, tu sais, c'est le problème ici, c'est un peu la météo. Ouais. Parce que tout le monde se dit, oh, il fait beau, c'est fantastique. Shooter une voiture noire à midi, c'est pas top. Ouais, la lumière est dure. Donc, la lumière est dure et très, très blanche, surtout ici en Californie. Et le problème, c'est que j'ai souvent ça. Une voiture noire, avec des jantes noires, un intérieur noir. Je suis en plein soleil à midi. Et j'ai pas le choix. Donc, mais bon, encore une fois, ça, c'est le travail d'édition. Je préfère shooter en studio maintenant. J'aime bien le studio. Je veux dire que c'est pas ma routine, mais je sais quoi faire. J'ai shooté assez de voitures pour savoir quels sont les angles qui sont intéressants et que les gens veulent. Et les gens aiment ça. Mais j'ai toujours des shootings outside. Des shootings dehors, pardon. Côté Van Damme est là. Oui, Alain, c'est notre petit Jean-Claude Van Damme à nous. Bon, écoute, justement, puisque tu amènes le sujet des autos à photographier, alors j'ai les internautes, quand j'annonce les épisodes à l'avance et les invités à l'avance sur les réseaux sociaux, ils posent souvent des questions. Chers auditeurs, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Instagram, Twitter et Facebook. Donc j'ai une question de Martin, un bon copain à moi, sur Instagram. Je me suis perdu d'adapter ta question, Martin, je m'excuse d'avance. Est-ce qu'il y a des autos plus compliquées à shooter que d'autres? Oui. Ouais. Oui. C'est pas une question d'auto, en fait, c'est une question de couleur et de matériel. Ouais. Le plus horrible et difficile à shooter, c'est les fibres de carbone, les voitures en carbone. Ouais. Donc, qui sont en carbone exposé. Donc, tout ce qui est Pagani, certaines Lamborghini Centenario, Koenigsegg et tout ça, sont très difficiles à shooter avec le carbone. Parce que le problème, une autre voiture, pour l'éditer, on sait recréer la couleur, on sait recréer le métallisé, on sait recréer beaucoup de choses. Le carbone, on ne sait pas le recréer. Il faut commencer à jouer avec du tampon de Photoshop et tout ça. C'est vraiment une horreur totale. J'en ai fait, j'en fais toujours. C'est vraiment les voitures les plus difficiles à shooter. Pourquoi? Parce que t'as des réflexions compliquées à gérer, c'est quoi? Ouais, les réflexions. Toujours des réflexions. Donc c'est un peu plus facile dans le studio que j'ai maintenant, mais bon, le studio que j'ai au Peterson, par exemple, n'est pas vraiment un studio. C'est un endroit pour faire des photos. Et bon, on voit toutes les réflexions derrière, on voit les réflexions au-dessus, il y a des tuyaux, et tout ça reflète dans la voiture, et c'est vraiment un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar édité. Donc tu comptes facilement 1 heure et demie par voiture, par photo. Ah ouais. Par photo pour éditer des réflexions. C'est horrible. Mais sinon, des voitures plus compliquées que d'autres, oui, la Lamborghini Urus, c'est pas évidente parce qu'il y a des angles partout, et t'as toujours des réflexions qu'il faut pas. Mais encore une fois, tant que c'est pas du carbone, il y a pas de... Est-ce que tu as des souvenirs de shooting compliqués où je sais pas où rien ne s'est passé comme ça aurait dû, où tu t'es pris la tête, où tu as sauvé le sujet in extremis? Non. Fingers in the nose à chaque fois, tranquille. Tranquille non, mais pas tout à fait dans le nez, mais bon, c'était encore une fois les voitures en carbone. Ouais,
BMW Z8 aussi, si elle est noire, c'est aussi un problème. C'est toujours un problème de réflexion, en fait. C'est pas un problème de voiture, c'est un problème de réflexion. C'est un peu difficile à... J'ai jamais eu un truc où je me suis dit, ah, c'est catastrophique. Sauf au Peterson, quand c'est une voiture en 4x4. Et j'en ai eu plein shooté récemment. Ça, c'est vraiment... Est-ce que tu as envisagé un moment de te mettre à la vidéo? C'est très tendance, la vidéo. Non. En fait, je suis beaucoup trop occupé pour faire la vidéo. Oui. Si je dois commencer à faire de la vidéo, ça va devenir complètement fou. Je travaille déjà 8 jours sur 7, 25 heures sur 24. J'ai des gens qui font des vidéos pour moi. Ouais. Donc j'ai un sous-traitant pour ça. D'accord. Alors j'ai une question Facebook de notre ami en commun, Denis. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ah, Denis. Oui, qu'est-ce qui te manque le plus? Ta Golf TDI 150 ou la Lotus 7? Bon, en vrai c'est une boutade. Oh, Hein, la 7. mais moi, je me doutais bien que tu allais dire la 7. Mais moi j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des voitures européennes actuelles ou plus anciennes hein, qui te font envie, mais qui sont pas ou qui n'ont pas été commercialisées aux États-Unis et que tu aimerais bien rapatrier là-bas? Européenne. Ouais. Ou Je japonaises sais pas. ou je sais pas. Disons, la seule voiture japonaise éventuellement qui m'intéresserait et qui n'est pas importée serait peut-être la Yaris GR, Ouais. qui n'est pas ici malheureusement parce que bon, je passe une manuelle et tout ça, ça peut être tout. Mais sinon, j'ai plus trop suivi l'actualité des voitures européennes, donc je sais pas ici il n'y a pas de Seat, il n'y a pas de Skoda, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Je sais pas, une Alpine A110 par exemple, ça t'intrigue Ah pas? oui, non. L'Alpine, j'adore l'Alpine, j'adore le look de l'Alpine. J'aime bien la philosophie de l'Alpine. J'aime pas le fait qu'elle soit pas manuelle. Ah oui. Moi, je suis un manuel. Rien n'affiche que le système passe 0,001 seconde plus vite que rien n'affiche. Je veux une manuelle. Les manuels ici, tout le monde est manuel. Mon fils est manuel. Ouais. En plus ici, je veux dire, quand t'as une voiture manuelle, tu passes pour un dieu parce que aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, tu m'étonnes. En plus, bon, justement, on va parler un peu plus de Los Angeles, de la culture auto à Los Angeles et en Californie. Alors juste pour nos auditeurs, je plante un peu le décor. Hein. L'agglomération de Los Angeles, c'est quasiment 19 millions d'habitants sur 90 000 m². En gros, c'est presque 2 fois la population d'Île-de-France, mais sur une surface 7 fois plus grande. Du coup, j'imagine que sans voiture à Los Angeles, on n'existe pas, quoi. Oui, surtout que les transports en commun n'existent pas. Mais Ouais. bon, encore une fois, je n'habite pas Los Angeles. J'habite en Orange County, qui est beaucoup mieux que Los Angeles. Non mais tu sais, pour nous je autres, déteste Los Angeles. pour nous autres Européens, tu sais, tout le bassin de Los Angeles, c'est la même chose, c'est Los Angeles. Hein. Nous, on voit ça de très loin. Donc pour nous, Los Angeles, c'est des San Fernando Mountains jusqu'au port. Tu vois, pour nous, c'est Los Angeles tout ça. Hein. Donc C'est juste, hein, c'est jusqu'au port de Long Beach, hein, puis c'est bon. Quoi. Après ça, ça devient un peu plus. Je vais pas dire que ça devient la campagne, mais c'est quand même nettement mieux. Los Angeles, c'est horrible. À chaque fois que je vais à Los Angeles, c'est la croix et la bannière, c'est absolument terrible. Le trafic est horrible, les gens roulent comme des pieds, les gens sont distraits. C'est pour te dire, quand je vais aller au Peterson, si je vais au Peterson la nuit, ça me prend 30 minutes. Si je vais au Peterson le jour, ça me prend 2h30. wow. Donc, ouais, c'est pour ça que généralement, quand on y va pour shooter, on part à 5h du matin ici. On arrive à le faire en 1 heure. À ce moment-là. Oh là Sinon, on déteste Los Angeles. Mais vraiment, je déteste Los Angeles. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud parce que c'est 2h30 pour effectivement. En plus, le Petersen de mémoire, c'est plutôt au sud, quoi. Donc, t'es entre guillemets du bon côté, quoi. Je suis au sud, hein, ouais, tout à fait. Donc, disons que ça roule jusqu'à l'entrée de Los Angeles. Donc, tu peux faire jusqu'à l'entrée de Los Angeles en 1 demi-heure. Et puis après ça, il faut 2 heures pour rentrer. C'est terrible. Et s'il pleut, c'est encore pire. S'il pleut, là, j'y vais même pas s'il pleut. Les gens savent pas conduire, donc c'est vraiment un gros problème. Hein. Ils roulent au régulateur de vitesse et puis ils se plantent. Et puis, c'est une catastrophe. Ou à l'autopilote s'ils sont sur une Tesla. C'est encore pire. Alors là, je suis l'anti-Tesla. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien les Tesla. Je suis anti-Tesla. Alors,
Bon. J'ai une fois essayé un autopilote, c'était une catastrophe totale. C'était un lever de soleil, la voiture avait peur de son nom. Je me suis dit, plus jamais l'autopilote. C'est marrant, 5 minutes, ça accélère vite et tout. Mais bon, c'est laid, c'est pas très beau comme design, hein. On va Oui, dire oui. que c'est beau comme design. C'est un peu fadasse, un peu mou. Sandrine disait que les sièges de la Model X, ça ressemble aux sièges du métro bruxellois. Euh, c'est buggé, la peinture est horrible, la finition est horrible. J'ai shooté quelques Tesla pour des clients ici, des Tesla d'occasion, c'est super mal. Donc, pas Tesla, pas Tesla. Voilà, pour leur défense, ça a tendance à s'améliorer en qualité, hein. Justement, alors récemment j'ai essayé une Model Y. Alors les notes elles viennent de Chine si je me gourre pas. Et en finition, ça avait quand même bien progressé par rapport au premier modèle 3 par exemple, hein, de ce côté-là. Faut quand même au moins reconnaître Ouais, qu'il y a des progrès. vaut mieux. Ouais. Bon, alors la culture automobile en Californie, c'est les Beach Boys, les Hot Rods, American Graffiti, les Lowriders. On a toutes ces images-là, alimentées par le cinéma, par les séries télévisées et tout. Est-ce que cette culture, elle est toujours aussi vivante? Euh, oui, je veux dire il y a pas mal beaucoup de hot rods, évidemment. Ça dépend. On a vraiment des car shows maintenant qui sont comment dire, différents les uns des autres, un peu spécialisés les uns les autres. On a vraiment des car shows qui sont, boum, plein de voitures, de hypercars, de supercars. On a d'autres car shows qui sont principalement des hot rods ou des lowriders et des choses du style. Et d'autres car shows qui sont un peu un mélange de tout, avec des jackies, parce qu'il y a des jackies ici aussi. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est marrant, hein. On rigole bien. Et puis voilà. Donc mais il y a encore une certaine culture du hot rod, etc. Mais on en voit. Moi, j'ai l'impression qu'on en voit un peu moins. Le coin où on habite nous, c'est plutôt Ferrari, Porsche, tous ces trucs-là. Pas mal de matu, pas mal de gens qui achètent ça, mais qui savent pas les conduire. Et de choses. C'est vraiment pour le statut de dire j'ai une supercar. Ouais, Et ouais, forcément, ça dépend quel coin tu es aussi, hein. Bon, ouais. le coin où on est, c'est vraiment très supercar. Si tu vas à l'intérieur de Los Angeles, là, tu auras plus de hot rod, ce genre de voiture. Mais si je t'envoie des liens d'événements que j'ai photographiés, tu te feras vite à l'idée qu'il y a quand même beaucoup plus de voitures actuelles que d'anciens. Ouais, bah ça, je veux bien que tu m'en envoies, comme ça je les mettrai en lien dans la description et les gens pourront aller voir ça aussi, ceux qui nous écoutent. Hein. J'ai une question posée par un internaute qui s'appelle Overgraph sur Twitter. Overgraph qui est un auditeur régulier qui pose régulièrement des questions et je le salue. Quel est l'apport de la culture latino à l'automobile en Californie? C'est surtout du lowrider, hein, les latinos. Ouais. Donc, et je veux dire que c'est principalement du lowrider. Ça, c'est hyper latino. Je veux dire, c'est même 100% latino. Il y a pas d'américain. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression Ça, qu'on c'est est dans qu'il y a vraiment des tribus, que c'est très fort et que chacun est un peu dans sa case et va pas voir ailleurs. Oui, je sais pas, c'est un peu difficile à dire ça. C'est un peu difficile à dire, je sais pas. Moi j'aime tout, donc c'est pas difficile. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment ciblées sur un type de voiture, pas l'autre. Ouais. Je sais pas très bien je sais pas très bien quoi dire à ce niveau-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc oui, tu avais vaguement, tu étais en train d'aborder le sujet, la Californie. Quand on pense Californie, on pense Hollywood, Silicon Valley, des industries qui apportent beaucoup de richesse à la région, la musique aussi. Donc forcément, c'est un peu la mecque de la supercar et de tout ce qui est tout ce qu'on appelle les exotics. Mhm. Alors À fond. voilà, alors, fais-nous un peu rêver. Qu'est-ce que t'as l'habitude de croiser? Je parle même pas de ce que tu shootes, mais de ce que tu croises dans la rue, voilà, qui sort de l'ordinaire, quoi. Alors, c'est une drôle de question à poser parce que moi, il n'y a plus rien qui sort de vraiment avant d'avoir quelque chose qui m'épate, faut aller fort. Le seul dernier truc qui m'a épaté, c'est les vieilles voitures. On a fait un événement à Laguna Seca et bon, il y avait une vieille Mercedes 300 SLR qui est là. Ouais. Ça m'a complètement épaté. Bon, ça m'épate. Les nouveautés, il y a rien, il y a vraiment rien de spécial qui me fait vibrer. Genre, tu vois une Pagani, tu te retournes même pas, quoi. J'ai quatre copains qui ont une Pagani.
Je les ai conduites. Excuse-moi, hein, toi t'es blasé, mais nous en Europe, si tu veux, je sais, moi j'ai jamais vu une Pagani dans la rue, hein, donc et j'habite en région J'ai parisienne, donc techniquement dans Paris j'aurais pu en croiser, tu vois. des amis qui me disent ça aussi, ou quand j'ai des amis européens qui débarquent ici et qui voient une Lamborghini Huracan, ils disent waouh, Lamborghini Huracan, ok, Lamborghini Huracan. Sinon, la petite santé. Non, ça c'est le problème, c'est qu'on est super blasé et pas que moi, hein, je veux dire même tous les autres qui sont ici. Chaque fois qu'il y a un air chaud, qu'il y a quelque chose, ok, il y a quelque chose de nouveau, oui, ça va être bien. Pendant 2 semaines, on va en parler. Et après ça, ça va tomber dans l'oubli. Il n'y a pas gagné, il n'y a rien de. Je suis en train de chercher dans mes photos pour voir s'il y a un truc qui m'a vraiment épaté. Mais j'ai un ami qui a la Bugatti Vision GT. Oui. Celle-là, c'est assez épatant. Ah oui, la Vision GT, mais c'était un concept ça. C'est un concept qui a été fait pour Gran Turismo et bon, Et le gars il l'a c'est un acheté quoi. pote à moi qui collectionne il a les Bugatti, il a la Veyron, il a la Chiron, il a celle-là, il a acheté la bolide qu'il Ah, attend, que d'accord. j'attends aussi. Donc celle-là va m'épater. La bolide va m'épater. J'attends qu'il l'ait. Mais bon, Ah ça sera ouais, pas avant 2 ans. en dessous, en gros en dessous de 3 millions de dollars, y a rien qui t'épate quoi. C'est même pas une question d'argent, hein, c'est une question de. Il y a des trucs qui m'épatent, hein, des trucs que je suis content de voir. Quoi. Mais encore une fois, c'est dans les voitures anciennes qui sont rares et qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune ou j'étais gosse, des trucs dingues. Des Lamborghini 350 GT, c'est des Lamborghini Mirage avec un Ferrari Hmm. 275 GTP. Ça c'est des trucs que j'aime bien. Et puis c'est plus bien photographié aussi parce que c'est tellement, c'est de l'art, quoi. Ouais. C'est quelque chose de beau. Et au moins une vieille Porsche Speedster avec sa patine, tu sais, qui est Hmm. pas de la rouille, mais la peinture qui a éclaté, les sièges qui sont presque pourris et tout. C'est génial à photographier. Ça, Ouais. c'est beau. Quand tu vois que ça vaut 500 000 dollars, Ça fait cher de la cox. ah, c'est cher de la coque. J'étais encore plus cher que ça. Il y a même pas de moteur dedans. Le toit il y a même plus de toit, en fait. C'était 3 couleurs. Le prix, c'était 635 000 dollars. D'accord. Donc, voilà. Il n'y avait pas de moteur. Le moteur, c'est 500 000 dollars. Et ils estimaient, si elle était refaite et tout ça, c'était 1,3 million. Donc, j'aime bien naviguer là-dedans. C'est tricky. Bon, et si on, toi qui as pas mal bourlingué aux États-Unis, forcément, ça fait combien de temps d'ailleurs maintenant que tu es aux États-Unis? 14 ans, 15 ans, 20 ans? Ça va faire 16 ans. 16 ans. Toi qui as beaucoup bourlingué en ces 16 années d'expatriation, tu as dû te rendre compte que le marché et le parc automobile californien étaient très différents de celui du reste des États-Unis. Pas complètement. Complètement. Euh, Californie, le seul. Ah bon, la Californie est unique. Ça, c'est vraiment. Le marché est complètement unique. Sinon, il faut aller du côté de Miami. Ouais. Miami, il y a aussi quand même pas mal d'exotiques là-bas. Pas autant, mais il faut supporter la météo là-bas. Euh, je crois que c'est surtout ça, oui. Le reste, on a voyagé partout aux États-Unis. Je crois qu'il y a 5 ou 6 États que je n'ai pas fait. Tout le reste, on l'a fait. Et tout ce qui est côtier, généralement plus riche, où c'est là où on va avoir des bonnes voitures pour l'intérieur. Y a rien. T'es que Je veux du dire, y a rien. pick-up. C'est principalement oui, du pick-up, des SUV, des choses du style. Y a rien d'excitant. Grande ville à la limite, ça passe. Sinon, c'est pas top. Est-ce que tu penses rester en Californie, finir tes jours en Californie? La Belgique te manque pas, les frites, tout ça? On a des frites ici aussi, d'abord. Euh, Même que c'est des French fries, sacrilège. ouais, je dis toujours, hein, on dit pas French, on dit French, c'est tout. Nous, les Belges, on a inventé la façon de dire. Bon, soit. Non, non, mais après 16 ans, on a vraiment toutes nos marques ici. Nos amis, on a nos restaurants français d'ailleurs. Hmm. Très très bon ami français là-haut. Non, rien me manque à l'Europe. Rien me manque à l'Europe. Sandrine fait ses golfs de Liège elle-même. C'est tout. Ouais. Non, on a vraiment pas de remords. Y a rien à faire. Ce que j'ai fait ici, j'aurais jamais pu le faire. Ça, c'est une chose. Alors, quant à finir mes jours ici, bah, ça, on verra bien. Ça dépend si j'arrive à devenir vraiment riche un jour.
Bon, et alors, maintenant, on peut à nouveau, depuis quelques semaines, nous, Européens, voyager aux États-Unis. Alors, est-ce que tu aurais des conseils touristiques? Qu'est-ce qu'il faut faire, absolument faire ou voir à Los Angeles quand on est un bagnolard? Bon, on a parlé du Petersen Museum, donc ça, effectivement, il faut absolument le voir. de toute façon. Quoi d'autre? Euh, il y a quelque chose. Ça s'est un peu tassé avec le Covid aussi, hein. Los Ouais, Angeles est un peu bizarre aussi pour le moment. C'est pas encore une fois, c'est encore différent, très très différent d'Orange County. Los Angeles est très parano. Donc il y a beaucoup d'événements qui ont un peu été supprimés, ou difficiles d'accès, des choses ainsi. Ce qu'il y aurait à voir, il y a des car shows à Malibu principalement. Malibu est un bon endroit à aller voir le dimanche. ouais, En voiture, bah, il y a le musée Mullin aussi, qui est ouais. quand même assez impressionnant. Il est où, lui? Lui est à Oxnard. C'est au nord de Los Angeles. Donc, si on continue Malibu, probablement, je vais dire 1 heure après Malibu. Mullin est en fait un des propriétaires de Peterson. Ouais, d'accord. L'exposition absolument incroyable de Bugatti là-bas. Oui, je crois il a une passion pour la grande carrosserie française, hein, c'est ça, d'avant-guerre. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a eu un spécial Citroën là-bas qui était absolument incroyable. Il a des Bugatti, il a des Bugatti du musée Schlumpf qui sont là d'ailleurs. Oh là. Qu'il a acheté, je pense. Il a des trucs incroyables. Mais bon, il y a des événements automobiles toutes les semaines. De toute façon. Ça, c'est imparable. Il y a des sites qui disent où ça se passe. Mais bon, c'est vrai que le musée Peterson est vraiment un des musées, une des choses automobiles les plus importantes à visiter. Ça, c'est certain. Et alors, si jamais à la loterie de la voiture de location, on tombe sur un truc un peu sympa, genre, je sais pas, une Mustang ou un truc voilà, un peu vivant, il faut aller dans quel coin pour trouver des routes sympas? À Malibu, de toute façon. Ouais, Tout ce qui est à Malibu, les canyons, Latigo Canyon, Stunt Road, Tuna Canyon. J'ai un petit parcours préférentiel pour ça, auquel on va s'amuser chaque fois qu'on peut s'éclater en voiture. Où il n'y a pas de cyclistes, où il n'y a pas très très peu de police. C'est pas aussi policé qu'en Europe, hein. C'est ouais. beaucoup plus simple. Donc Malibu reste un des meilleurs coins. Mais bon, il y a plein d'autres coins en Californie où on peut s'amuser aussi. Bon, écoute, on approche tout doucement de la fin de cet épisode, mais avant de se quitter, je pose toujours 4 questions rituelles à mes invités. Est-ce que tu es prêt? Hmm. Ok, je suis assis. Alors, la première, c'est est-ce que tu traînes souvent sur les sites d'annonces automobiles? Et si oui, c'est quoi ta dernière recherche? Euh, je suis sur un site dont j'ai beaucoup de clients qui annoncent d'ailleurs sur ce site. C'est Qui s'appelle Bring a Trailer? Ouais. Bring a Trailer. Et oui, ok, j'ai 2 recherches là-dessus. C'est une vieille Fiat 500, Ouais. 500 Abarth, donc Ça, les anciennes, ça se trouve toute aux vieille. États-Unis, ça? Oh oui, 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 ça se trouve bien sûr. On trouve tout aux États-Unis. Dans les anciennes, hein, je veux dire. Donc la 500 Abarth, bien évidemment, on ne sait jamais hein, si on tombe sur une Caterham. Ça, c'est les deux recherches que j'ai en permanence. Et de temps en temps, même, je recherche peut-être des fois les nouvelles Fiat 500 Abarth parce qu'elles commencent à devenir rares ici. Ouais. Ils n'importent plus. Donc, je sais pas, pour en acheter le troisième. C'est vrai que c'est ta voiture de fonction et que j'ai l'impression que tu les maltraites pas mal quand même. Oui et non. Disons que c'est la voiture que j'ai utilisée pour faire tous mes rallyes. Ouais. Donc, elle a un kilométrage record. Ouais. Pour savoir, c'est à 232 000 miles, ce qui Wow! fait 350 000 après km, 400 000 non? Ouais. kilomètres. Un peu plus. D'ailleurs, on est prêt à faire un petit événement pour elle parce que je crois qu'il y a 238 000 miles jusqu'à la Lune. Donc, on va faire un truc qui va. La première abarque sur la Lune. Ok. Donc, on a été partout avec cette voiture. Et voilà, donc peut-être en commune. Et il n'y a pas un importateur maintenant, Caterham, justement, dans ton coin, du côté d'Irvine? Il y avait un importateur Ah, Caterham et ils ont arrêté l'importation à ce niveau-là. Ils sont plus que distributeurs. Mais d'accord. les prix sont complètement débiles. Ah ouais. C'est presque le double dans l'heure. Oui, d'accord. Déjà que c'est assez cher ici, alors. Le problème, c'est que l'importateur ici fait aussi les Cobra, les Daytona, et les Ah ouais. Porsche C'est pas Taycan. la même clientèle, quoi. Déjà, c'est pas la même clientèle. Ah oui, c'est super performance. Ouais. Donc le truc, c'est que eux, ils les fabriquent en Afrique du Sud. Oui. Donc Mhm. ils les font en Afrique du Sud et ils font un profit énorme dessus et ils essayent d'adapter la même marge de profit sur la Caterham, mais bon, ça marche pas. En plus, les Américains, ils comprennent pas.
c'est pas leur type de voiture, il n'y a pas assez de cylindres. C'est trop petit, on est assis trop bas. Light is right, ils comprennent. On se fait passer dessus par les Hummers, ils comprennent pas, quoi. Bah, j'en ai conduit une pendant quelques mois, et bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais on conduit fort défensif. Les Hummers, on en voit de moins en moins. Hein. C'est vraiment. La mode est vraiment... passée. Ah, oh oui, complètement. Tout est SUV maintenant. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'est pareil ici. Hein. C'est pareil ici. Ouais, je m'en doute. Bon, deuxième question. Ton meilleur souvenir de road trip? Bah, tu sais, j'ai fait pas mal de rallyes. Hein. Ouais. Et... Ouais, je crois que l'avant-dernier que j'avais fait pour eux était bien. Mais bon, pour te dire, toutes les villes qu'on a visitées à ce niveau-là, j'ai trop fait j'ai fait trop mal. C'était vraiment débile. Ils étaient tous géniaux, il y en a pas un qui t'a plus marqué que les autres? Si, celui-là, c'était en 2020. Attends, je vais regarder. Donc, donc on a été Malibu à Monterey, Monterey au Lake Tahoe, Lake Tahoe, Las Vegas, Las Vegas, Salt Lake City, Big Sky, ah ouais. Big Sky, Coeur d'Alene, Teton Village. C'était la fin d'ailleurs, puis Wyoming. Ah ouais. Oui, non, j'ai fait des voyages de fou. Ah ouais, là c'est du gros road trip là. Oui, non, quand c'était des rallyes, c'était un minimum de 3500 miles. Ah ouais. En 8 jours. Que tu faisais donc en Abarth? Qu'on fait en Abarth, qu'on a toujours fait en Abarth, on a fait tous les rallyes en Abarth. Mais on a été partout. C'est pour ça que à New York, à Detroit. C'est pour ça que tu es toujours en contact avec tes chiropracteurs? Ah, pas du tout. J'ai jamais eu mal au dos avec Abarth. Bon, j'ai souvent des voitures à prêter, donc j'ai eu des voitures pour aller à Monterey, pour aller à Carwick, Palm Beach et tout ça. Et mon plus mauvais souvenir, c'était une BMW M4, après 200 miles, j'avais mal au dos. Ah ouais. Par contre, la Fiat, on a fait Dallas-Vegas en une journée, et rien. J'étais crevé, mais j'avais pas mal au dos. Dallas-Vegas, oh finesse. Ouais, Dallas-Vegas en une journée, et je crois que ça a fait une affaire de 19 heures de conduite. Bah oui, non, on n'est pas habitué à des dimensions, à des distances pareilles ici, hein, donc. Ah non, t'es pas habitué non plus aux tempêtes qu'il y a au Texas. Hein, on en a eu une belle en partant. On voyait les SUV faire des roulés-boulés autour de nous. Moi, j'étais allé avec la petite Fiat. Et, c'était une des plus grosses tempêtes qu'il y avait eu au Texas. C'était absolument horrible. Oh punaise, oui, ça laisse des souvenirs, ça. Ça laisse des souvenirs. Troisième question. Ton garage idéal, sans limite de budget. T'as droit à 4 voitures, mais ça doit quand même convenir à ta vie. Hein. Ma Fiat. J'adore ma Fiat. Je l'adore. D'accord, ça fait une. Caterham. Ouais, Caterham, forcément. Caterham, bien sûr. Ça fait 2. Une Porsche GT3 Touring. Ouais, sympa. 997, 991, 991, pardon. La 12, hein, j'attends la 992 pour voir comment elle va être. Ah oui. Je sais pas, il la font en manuel la 992, la Touring GT3. Je sais pas. J'imagine, s'il reste dans l'esprit, oui, mais je sais pas encore. Donc, si elle est comme ça, sinon la 991, c'est bon. Et la quatrième, on va dire une familiale pour le plaisir. Une Audi RS7? Non. RS6 alors? C'est beaucoup trop grand. Non, moi, sérieusement, je sais pas la mentalité américaine des Volkswagen, tout ça, je sais pas petite voiture. Si c'était j'aurais dit peut-être une RS2, une Audi RS2. Audi RS2, elle est pas mal. Ouais, sympa. Ou même j'ai eu pendant tout un temps une BMW M2 aussi, qui était bien. Ouais. Ça, c'était pas mal aussi en manuel. Sinon, bien. Sinon, c'est pas mal. T'as fait le petit garage. Ouais. Mais je note que aucune américaine. Non. Et d'ailleurs, je note même que je crois pas que tu aies cité une seule américaine depuis qu'on ait commencé cette discussion. Non, je vois pas non plus ce qui pourrait être intéressant en voiture américaine. Même pas une Corvette, même pas. Non, Corvette à finition. Dis le mec qui roule en Abarth quand même, hein, bon. Ouais, bah, je les enfume de toute façon. Bon, c'est très marrant. Non, vraiment, non. Il n'y a pas d'américaine qui me tente. Je te dis, je suis en train de regarder dans ce que j'ai shooté, hein, mais. Ouais, la NSI Venom, un peu trop ça. Ah ouais, ça c'est du brutal, ça. Ouais. Non, j'en ai shooté une la semaine dernière, justement. Mais bon. Non, j'ai rien en américain, je suis désolé.
rien Bon, en Amérique. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors, quatrième et dernière question, mais je pense que je connais déjà la réponse. Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi? Jusqu'à la fin, ouais. Tu sais, bon, oui, ok, je serais tenté de dire une Caterham, hein, Oui, mais voilà. après un certain âge, je sais pas, pour rentrer dedans si ça irait, quoi. C'est vrai, c'est pour une bonne remarque. Est-ce qu'à 91 Donc, ans, on peut ça, toujours rouler en Caterham? Moi, je suis pas sûr. je suis pas sûr non plus. Ça doit pouvoir se faire, hein, mais ça prendra un peu de temps pour rentrer ou pour sortir. Non, écoute, ça paraît stupide ou quoi, mais cet Abarth 500 me laisse tellement de bons souvenirs que je ne vois vraiment pas quoi d'autre. Enfin, cette voiture est absolument extra. Enfin bon, elle est modifiée à mort, hein. Ouais, Tout est modifié, autant moteur que châssis, que tout est modifié. Et cette voiture est vraiment l'éclate pour moi. C'est vraiment l'éclate, surtout ici. Ça frustre un maximum de gens. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le pied. Vraiment le pied. Si un jour tu repasses ici, je te laisserai essayer. Et tu verras, elle est absolument incroyable. d'accord, bah écoute, c'est noté. Je saurai te le rappeler la prochaine fois qu'on se croise. Je sais pas quand d'ailleurs, parce que la dernière fois c'était il y a 6 ans, donc 6 ans, 4-5 ans. Bon, il est temps, ça veut dire qu'il est temps de revenir. Et voilà. Voilà, c'est ça. Bah écoute, oui, j'aurai forcément l'occasion, en tout cas j'espère le plus tôt possible. Bon, écoute, on arrive à la fin. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram? Ouais, Facebook, bon, Facebook, mon Facebook privé n'est pas vraiment privé parce que je cherche que des voitures. Et bon, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de le faire. Instagram est plutôt ma vitrine. Ouais, Sur Instagram, sur pseudo, c'est IamTed7, parce qu'il y a un crétin qui a pris TED7 et qui l'utilise ma pas. J'ai trouvé IamTed7 et là, il y a en fait tous mes shoots studio. ouais. Et j'appelle ça un peu le magasin de bonbons parce qu'ils sont tous disposés de la même façon et tout. Ah oui. Beaucoup de gens aiment bien Hmm. cette page. Et sinon, j'ai une page qui s'appelle Little Ninja, qui est Pour ta Fiat 500. Enfin, pardon, ton Abarth, excuse-moi. pour mon Abarth 500, mais qui est pas vraiment pour mon Abarth 500 parce que je tape tout ce qui est autre chose que studio. Ah, d'accord. Bon, bah je mettrai tout ça dans les liens de la description. Écoute, Alain, je te remercie. Hein, et puis, bah, Je te remercie. peut-être qu'on va se recroiser sous les palmiers, j'espère le plus tôt possible. Bah oui, écoute, viens, il fait beau, hein. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'hiver ici. Oui, c'est pas un peu déprimant à la longue d'ailleurs de plus avoir de saison? C'est pas déprimant, c'est déroutant. Ouais. On sait pas très bien quand on est, quand tu te dis, regarde dehors, le ciel est complètement bleu. Je crois qu'il fait 24-25 degrés pour l'instant. Ici. Et tu te dis que bon, Noël, c'est dans 3 ou 4 semaines. Dans moins d'un mois, oui, on enregistre le 28 novembre, hein, donc... Donc c'est un peu déroutant. Déprimant, non, hein. Sérieusement, je me suis tapé 40 ans de mauvais temps. J'ai vraiment plus envie de ciel gris ou quoi que ce soit. Donc pas déprimant, déroutant, mais amusant. D'accord. Ok, eh ben, Voilà. je te remercie et je mettrai tous les liens vers tes shootings et tes pages Facebook, Instagram dans la description. Et puis, bah, amuse-toi bien sous le soleil californien. Ouais, pas de problème. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie, ciao. Ciao, bonne soirée. Voilà, c'est la fin de ce 33e épisode d'Histoire d'Auto. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour dépaysant sur la douceur californienne, les palmiers, le Pacifique, les surfeurs, les Beach Boys, tout ça. Ouais, ça change un peu de cet automne parisien, européen, grisaille. Bon, bref, parlons bien. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner. On est sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, que sais-je encore. C'est toujours bien, ça aide ce podcast, on en a toujours besoin. Comme je vous le disais, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Aussi, si vous voulez me contacter, vous avez le mail, histoiredauto@gmail.com. Et enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route.